Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce jeudi 30 avril 2026 dans le Grand Journal. Dernier numéro pour le mois d'avril, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter le Grand Journal. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, en air avec du style. Passez la commande à Alexa. Alexa Open Swag Radio, pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Aux États-Unis, le président des États-Unis, Donald Trump, indique que les négociations avec l'Iran se déroulent par téléphone. Il met en garde affirmant que Téhéran doit renoncer à toute ambition d'armes nucléaires pour parvenir à un accord. Écoutons le président Donald Trump au micro de la presse. Nous ne laisserons pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire et nous avons neutralisé leur marine, nous avons neutralisé leur armée de l'air. Nous avons neutralisé leur défense anti-aérienne, tout leur équipement, tout ce qu'ils possèdent, leur radar. Nous sommes en discussion, nous sommes en pourparlers avec eux en ce moment et nous ne faisons plus de vol de 18 heures chaque fois que nous souhaitons voir un bout de papier. Nous le faisons par téléphone et c'est très agréable. Donald Trump indique également qu'il maintiendra l'Iran sous le blocus naval des États-Unis jusqu'à ce que Téhéran accepte un accord sur son programme nucléaire. Dans une interview accordée au site d'information américain Axios, M. Trump a noté que l'Iran souhaitait parvenir à un accord afin de lever le blocus sur le détroit d'Ormuz. Il a toutefois rejeté la proposition iranienne en 3 étapes. Celle-ci vise à rouvrir le détroit et à reporter les négociations sur le nucléaire à plus tard. Nous resterons toujours au Moyen-Orient. Tension au Moyen-Orient. L'Iran menace d'une riposte militaire sans précédent. La tension continue de monter dangereusement entre Téhéran et Washington. L'Iran a récemment averti qu'il pourrait mener une action militaire sans précédent en réponse à ce qu'il considère comme une escalade américaine dans la région, notamment autour du détroit stratégique d'Ormuz. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. L'Iran met en garde contre une action militaire sans précédent si les États-Unis maintiennent leur blocus naval contre le pays. La chaîne iranienne Presse TV a cité une source haut placée au sein des services de sécurité, affirmant que si l'obstination et les illusions des États-Unis persistaient et que les conditions de l'Iran étaient rejetées, l'ennemi devait s'attendre à une réponse d'un autre genre, qualifiée d'apparentée à de la piraterie maritime. L'Iran estime que la retenue dont ont fait preuve ses forces armées jusqu'à présent visait à donner une chance à la diplomatie. Mercredi, le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, a déclaré que le pays affronterait l'ennemi avec une arme dont il a profondément peur. En réaction aux saisies par les États-Unis de navires iraniens dans les eaux internationales, le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, Amir Saed Iravani, a qualifié ces actions de coercition et ingérence illégale dans le commerce légal. Pete Hegseth a issu les questions du comité de la Chambre des représentants sur sa gestion de la guerre contre l'Iran. Le secrétaire à la Défense était présent pour réclamer une hausse budgétaire massive de 40%. Il a tenté de justifier les raisons de cette guerre, mais il a provoqué l'incompréhension des commissaires lorsqu'il a affirmé que les sites nucléaires iraniens étaient désormais anéantis. La situation s'enlise et l'impasse diplomatique persiste. Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz demeure fermé, ce qui paralyse le commerce mondial. Le reportage d'Avebrol Georgiev de Radio-Canada dans ce grand journal. C'est l'heure de rendre des comptes devant le comité des forces armées pour Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, le sous-secrétaire à la Défense Jules Hurst et le général Dan Kane. À la demande du président américain, il réclame une augmentation du budget de la défense. Mais la grande question des élus démocrates, pourquoi les États-Unis sont-ils entrés en guerre contre l'Iran ? Vous avez menti aux Américains, dit-il, tout comme le président. Vous avez induit le public en erreur pour justifier cette guerre. C'est un véritable bourbier, la stratégie d'une incompétence stupéfiante qui cause des dommages économiques immenses au pays. La réponse est cinglante. Vous salissez nos troupes, dit-il. Honte à vous de qualifier cela de bourbier après 2 mois d'efforts.
Qui soutenez-vous? Pour qui êtes-vous? C'est la première fois depuis le début des opérations en Iran que les hauts gradés du Pentagone doivent répondre aux questions des élus. L'opération militaire en Iran aurait déjà coûté 25 milliards de dollars. Cette guerre coûte des milliards de dollars aux Américains, dit-elle. Si vous pensez qu'on gagne, on doit s'interroger sur votre stabilité mentale. Les questions sur le coût de cette opération militaire fusent. Mais combien paierez-vous pour vous assurer que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire, demande-t-il. Le président américain réclame aujourd'hui 1 500 milliards de dollars pour le budget de la défense. Ce serait une augmentation de 40%. Les échanges sont tendus. On reproche au secrétaire à la Défense d'avoir mis les troupes américaines en danger. On réclame des explications sur le renvoi de hauts gradés, comme l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre Randy George ou le secrétaire à la marine John Phelan. Pendant qu'on règle les comptes au Congrès, c'est toujours l'impasse après 8 semaines de guerre en Iran. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Donald Trump, lui, multiplie les pressions et évoque un blocus de plusieurs mois. On ne laissera pas l'Iran avoir l'arme nucléaire, dit-il. On a détruit 80% de leur arsenal. Ils n'ont pas abandonné leur ambition nucléaire. Toujours pas de dénouement, donc. Durant cette audience de 6 heures, des élus ont déploré le déploiement important de porte-avions au Moyen-Orient, alors que, selon eux, ils devraient être dans l'Indo-Pacifique. Selon eux, la Chine est la véritable menace. Ici Azabod Legurgis, Radio-Canada, Washington. Nous irons au Burkina Faso. Sur Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sama, lance l'opération Wigba 2 pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Le gouvernement burkinabé franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de reconquête du territoire face à la menace terroriste. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sama, a officiellement lancé l'opération baptisée Wigba 2, une initiative d'envergure visant à intensifier les actions de sécurisation dans les zones les plus affectées par les attaques armées. Le récit est signé BFM 1 dans ce grand journal. C'est plutôt BF1, ce grand journal. Chaque citoyen constitue un maillon essentiel de prévention des menaces sécuritaires. Il faut poursuivre la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est un appel et aussi un rappel du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sama. L'appel est pressant. Et pour que cette collaboration soit fructueuse, le commissaire divisionnaire de police lance l'opération Wigba 2 sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à renforcer la sécurité intérieure. C'est nécessaire puisque Wigba 1, qui s'est tenu du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026, a permis de saisir 8 armes, dont 2 Kalachnikov. Mieux, les forces de l'ordre ont mis la main sur près de 100 tonnes de drogue et plus de 126 millions de francs CFA d'amende forfaitaire. Pour cette nouvelle phase, le ministre Sama invite toutes les populations au respect strict et les consignes des FDS. Par ailleurs, il est demandé de signaler tout comportement suspect aux policiers, aux gendarmes ou aux autres forces. Et voici quelques cas suspects. Hausse inhabituelle d'achat de vivres. Acquisition de produits dangereux ou de composants d'explosifs. Occupation soudaine d'habitation avec refus de contact avec le voisinage. Pour les habitués des hôtels et les réceptionnistes, lorsqu'un individu refuse de se soumettre aux formalités d'enregistrement, il faut alerter aussitôt. Ce n'est pas tout. Quand une personne demande des informations sur des sites sensibles, il faut aussi prévenir. Enfin, tout mouvement suspect près des infrastructures stratégiques comme les casernes, les aéroports, les bâtiments administratifs et autres installations d'intérêt national doivent faire l'objet d'alertes. Et pour exprimer cet acte patriotique auprès des autorités compétentes, le département de la sécurité met les numéros 16, 199, 17 et le 1010 à la disposition de tous ceux qui résident sur le territoire national. Le Maroc supporte le Mali après les attaques du samedi 25 avril 2026. La stabilité du Mali est fondamentale pour la stabilité régionale. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita souligne avec insistance
l'importance cruciale de la stabilité du Mali pour l'ensemble de la région du Sahel et au-delà. Dans une déclaration récente, le chef de la diplomatie marocaine a mis en garde contre les répercussions directes qu'une instabilité prolongée dans ce pays peut engendrer sur la sécurité régionale. Le récit est signé TV Afrique dans ce grand journal. Le Maroc réitère son soutien à la stabilité, à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Boureta. La stabilité du Mali est fondamentale pour la stabilité de la région, a souligné Nasser Boureta lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Landau, que je vous propose d'écouter. La stabilité du Mali est fondamentale pour la stabilité régionale. Le Maroc condamne ces attaques et considère qu'ils sont inacceptables et qui visent et qui ont fait beaucoup de victimes, y compris civiles. Le Royaume du Maroc aussi a noté une certaine connivence claire maintenant entre le séparatisme et le terrorisme. C'est quelque chose qui doit nous interpeller tous. Cette alliance objective entre séparatisme et terrorisme est un danger pour la stabilité régionale, est un danger pour le Mali, mais au-delà, c'est un risque fondamental. Le Sahel passe par une phase très critique de son histoire contemporaine. Il est fondamental que tous les acteurs directement concernés, régionaux, internationaux, puissent intervenir pour casser cette alliance entre le terrorisme et le séparatisme. Il est fondamental que l'on puisse s'engager dans des dynamiques inverses, dynamiques de stabilité, dynamiques qui respectent les choix des populations et des dynamiques où les relations sont fondées sur la coopération plutôt que sur le chantage et l'intimidation. Les États-Unis inculpent le gouverneur mexicain de Sinaloa pour trafic de drogue et réclament son extradition. Il est accusé d'être lié au puissant cartel de narcotrafiquants. Reportage signé TV5 Monde dans ce grand journal. Voici le dernier homme que Washington veut épingler à son tableau de chasse de la lutte contre les narcotrafiquants. Le gouverneur de l'État mexicain de Sinaloa, que le parquet fédéral de New York vient d'inculper pour trafic de drogue et dont il demande l'extradition. Pourquoi pas, répond la justice mexicaine, mais il faut d'abord des preuves. L'extradition ne sera accordée que s'il est établi que les preuves sont suffisantes au regard de la législation de la partie requise, en l'occurrence notre pays. Rubén Rocha Moya est accusé par Washington avec 9 autres responsables mexicains d'être liés au puissant et redouté cartel de Sinaloa et de lui faciliter l'envoi massif de drogue aux États-Unis. Celui qui dirige depuis 5 ans cet État mexicain sous l'étiquette du parti de la gauche au pouvoir réfute en bloc toutes ces accusations sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'est bien la gauche mexicaine qui est visée par l'administration de Donald Trump. Cette attaque ne me vise pas seulement personnellement. Elle vise aussi le mouvement de la 4e transformation, ses figures emblématiques et les Mexicains qui représentent cette cause. Pour le parquet de New York, il doit sa place de gouverneur à la famille El Chapo, les barons de la cocaïne, entre les mains depuis de la justice américaine, à qui il aurait promis en retour son soutien et sa protection. Le cartel de Sinaloa, classé organisation terroriste par Washington, fait partie des 6 groupes impliqués dans le narcotrafic qui gangrène tout le pays et inonde de drogue le continent américain, en premier lieu les États-Unis. Dans un pays qui vit au rythme de la violence des cartels, ce n'est finalement qu'une histoire de plus. Quand il s'agit d'un responsable public, cela a forcément des répercussions. Mais dans le cas de Sinaloa, vu tout ce qui se passe et les preuves qui ont été révélées, ce n'est pas du tout surprenant. Le Mexique, menacé par les États-Unis de sanctions, voire même d'envoi de troupes américaines pour faire le ménage, multiplie les saisies et les arrestations. Il y a 2 jours, c'était un important baron de la drogue, surnommé le Jardinier, qui était interpellé. Changement majeur à la tête de la réserve fédérale, Jérôme Powell cède sa place à Kevin Rush. Un tournant important s'opère au sommet de la politique monétaire américaine.
Jérôme Powell quitte ses fonctions de président de la Réserve fédérale des États-Unis, laissant sa place à Kevin Warsh, ancien gouverneur de l'institution. Changement majeur à la tête de la Réserve fédérale. Et c'est la première fois depuis 1948 qu'un président de la Fed choisit de ne pas quitter le Conseil des gouverneurs à la fin d'un mandat de président. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. On a l'autre événement de la journée que vous avez suivi évidemment, Étienne, également. C'était la dernière conférence de presse de Jérôme Powell à la présidence de la Fed. Oui, il quittera son poste à la mi-mai, après 8 ans à la tête de la Réserve fédérale et des derniers mois chahutés par les attaques à répétition de Donald Trump. Mais attention, il ne quitte pas totalement la Réserve fédérale puisqu'il continuera à siéger en tant que gouverneur. Je ne quitterai pas le Conseil des gouverneurs tant que cette enquête ne sera pas bel et bien terminée, dans la transparence et de manière définitive. À l'issue de mon mandat de président, le 15 mai, je continuerai donc d'exercer mes fonctions de gouverneur pendant une période qui reste à déterminer. Je promets de faire profil bas. Étienne Braque, il faut dire qu'un président de la Fed qui reste au board, c'est historique. Oui, c'est assez historique dans le sens où vous avez Jérôme Powell qui sera dans ce conseil des gouverneurs qu'il a lui-même présidé. Habituellement, les présidents de la Fed quittent l'institution. Là, ce n'est pas le cas de Jérôme Powell. Je partirai quand je jugerai que le moment sera approprié, dit hier le président de la Fed lors de sa conférence de presse. C'est un message très fort. Comme sur les taux, il veut marquer son indépendance et montrer qu'il n'est pas à la botte de l'administration Trump. Il aura donc toujours une voix dans le conseil des gouverneurs. C'est une décision historique. Il faut revenir à 1948 pour voir un président de la Fed qui choisit de ne pas quitter ce conseil. Ce qui a hier ulcéré l'administration Trump a commencé d'abord par Scott Bessent, le ministre des Finances, qui sur Fox News a dit c'est une violation de toutes les règles de la Fed. Et puis ensuite, sur son réseau social, Donald Trump a enfoncé le clou comme il sait le faire avec ses grands mots et surtout ses textes en majuscules en disant, je cite, Jérôme too late, Powell veut rester à la Fed parce qu'il ne trouve pas d'emploi ailleurs. Personne ne veut de lui. Ça montre une nouvelle fois la violence qu'il y a entre la Maison-Blanche et Jérôme Powell. Jérôme Powell qui a une vision très différente de celle de Kevin Warsh, de ce qu'il faut faire avec la Fed et comment elle doit communiquer. Oui, avec notamment des incertitudes sur comment Kevin Warsh va aujourd'hui mener la barque, avec Jérôme Powell qui sera toujours dans ce conseil des gouverneurs, mais aussi on en parlera peut-être d'ici à la fin de la matinale. Hier, 3 membres de la Fed qui n'étaient pas d'accord avec la communication. Ça, c'est historique. Qui estiment il ne faut pas mettre un pied dans la porte sur les baisses de taux. Aujourd'hui, vous avez une inflation de plus de 3% et donc c'est la première fois depuis les années 90 que vous avez 4 membres de la Fed qui ont décidé de ne pas suivre la direction de la Banque centrale américaine. Ça montre bien que Kevin Warsh va devoir s'adapter avec des opinions contraires et il va devoir mener la barque au milieu de tout ça, sans oublier bien sûr Donald Trump qui va continuer de mettre la pression. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas. Swag Radio on air avec du style depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Alexa Open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio, l'énergie, le flow. L'attitude. Pour les efforts, ça cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Pour bien manger, Borders Café Créole, The Place to Be, la bonne cuisine haïtienne sans limite à Borders Café Créole, au 299 Main Street Everett. Borders Café Créole, delicioso. La guerre en Ukraine ne se limite plus aux lignes de front. De plus en plus d'attaques sont menées en profondeur, visant des infrastructures et des zones éloignées des combats. Comment expliquer ce déplacement du conflit? Qu'est-ce que cela change concrètement? Richard, la tendresse de TVA Nouvelle va faire le point pour nous dans ce grand journal. La guerre entre l'Ukraine et la Russie se déroule de moins en moins sur le front. Ça se comprend, cette ligne qu'on appelle maintenant la Kill Zone est tellement minée et surveillée par les drones qu'elle ne bouge presque plus depuis des mois. Alors les deux pays s'attaquent de loin. La Russie n'hésite pas à lancer des missiles et des drones sur des centrales électriques ou des quartiers résidentiels ukrainiens, tandis que Kiev réplique en ciblant les raffineries et les terminaux pétroliers russes avec ses drones de plus en plus perfectionnés. Et les attaques ukrainiennes sont plus fréquentes et plus efficaces depuis le mois de mars, selon l'Institut américain d'études sur la guerre, qui vient tout juste de publier un rapport.
Écoutez bien là, il y a des données satellites qui ont été consultées par l'Institut qui montrent qu'il y a eu au moins 10 frappes contre des infrastructures pétrolières et gazières russes au cours des 2 dernières semaines. Parfois, ces attaques sont menées à plus de 1000 km de la frontière. Que se passe-t-il? Bien, selon le rapport, les nouveaux drones ukrainiens sont plus efficaces et plus nombreux alors que le système de défense russe a des failles que l'Ukraine a trouvé le moyen d'exploiter. Il ne faut pas oublier que la Russie a un immense territoire qui a été impossible de protéger en totalité. Parmi les nouveaux drones ukrainiens, il y a l'outil, le FP1, qui ont une portée de 1500 km. C'est immense. Le pays a aussi développé plusieurs modèles de petits drones de type FPV, c'est-à-dire pilotés à distance par des soldats qui ont une vue sur le terrain grâce à une caméra montée sur l'appareil. Ces petits drones-là, l'Ukraine peut maintenant en produire 8 millions par année. On commence même à joindre l'intelligence artificielle à ces appareils pour qu'ils atteignent leur cible de façon autonome. Dans ce contexte où le drone bon marché est devenu l'arme de destruction par excellence, qui peut être renouvelée pratiquement à l'infini, on se demande bien comment cette guerre va pouvoir se terminer un jour. Pendant ce temps, les destructions, elles, se multiplient. Non seulement des innocents y perdent la vie, mais les économies des 2 pays en souffrent, sans oublier le désastre environnemental que ça représente. La semaine dernière, par exemple, l'Ukraine a détruit 24 réservoirs de pétrole dans un important terminal russe de la mer Noire, celui de Tuapse. Vous le voyez là à l'écran en ce moment. Il y a des tonnes de carburant qui se sont retrouvées en mer et un immense incendie s'est déclaré, ce qui a envoyé dans l'air des particules polluantes qui sont retombées sur toute la ville. Et les gens, eux, ils ont à respirer ça. Je termine avec une information qui en dit long sur la hausse croissante des tensions géopolitiques mondiales. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, je vous en ai déjà parlé là, a dévoilé son rapport annuel sur les dépenses mondiales en armement. Et pour une 11e année de suite, 11 de suite, ces dépenses ont augmenté pour atteindre en dollars canadiens la somme record de 3 953 milliards de dollars. C'est presque 7 fois l'ensemble des dépenses de tous les ministères du Canada. Et je parle ici des données de 2025, alors que la guerre au Moyen-Orient n'était pas encore commencée. On peut donc s'attendre à fracasser un record en 2026. Nous resterons toujours en Ukraine. Volodymyr Zelensky a affirmé le jeudi 29 avril 2026 avoir demandé aux États-Unis de lui fournir davantage de détails sur les conditions d'un éventuel cessez-le-feu de 9 mai, date à laquelle la Russie célèbre la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie, une proposition transmise par Vladimir Poutine lors de l'entretien téléphonique avec Donald Trump. Le reportage est de Thibault Franféchet de France 24 dans ce grand journal. Une nouvelle frappe mortelle à Dnipro, à l'est de l'Ukraine. Dans un quartier résidentiel, cette maison a été touchée. Il y a au moins une victime. Un témoin raconte la scène d'horreur. Je me suis approché, je l'ai appelée et elle était encore en vie, elle gémissait. Puis elle a commencé à se redresser, alors nous l'avons déplacée ici. Elle avait déjà perdu connaissance, il y avait du sang partout. Quand l'ambulance est arrivée, elle était déjà morte. Des frappes et en parallèle des discussions qui se poursuivent pour tenter de mettre fin à cette guerre. Donald Trump a échangé avec Vladimir Poutine par téléphone ce mercredi. J'ai parlé de l'Ukraine et nous avons eu une très bonne conversation. Je pense que nous allons trouver une solution assez rapidement, je l'espère. Le président russe a proposé mercredi un cessez-le-feu en Ukraine, mais seulement pour le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Une initiative approuvée par Donald Trump selon le Kremlin. Donald Trump a salué la trêve de Pâques proclamée par la Russie. À cet égard, Vladimir Poutine lui a fait part de sa volonté de proclamer un cessez-le-feu pendant toute la durée des célébrations du jour de la victoire. Trump a activement soutenu cette initiative, soulignant que cette fête commémore notre victoire commune sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 9 mai, la Russie organise d'ordinaire une grande parade militaire, mais cette année elle sera exceptionnellement réduite, sans chars ni armement pour minimiser le danger. Moscou dit craindre la menace ukrainienne. En réponse aux frappes russes, Kiev cible régulièrement la Russie avec des drones. Nous irons en Haïti dans ce grand journal à Pétionville. Une vive tension s'est régnée le mercredi 29 avril à la commune de Pétionville
Plusieurs dizaines de citoyens sont descendus dans les rues pour réclamer la libération de cet agent de la mairie actuellement détenu dans des circonstances encore floues. Écoutons les détails dans ce grand journal. Yo prends nèg yo en l'air dans Kokoye. Depuis lundi, on n'a jamais joué aucun résultat. On n'est pas 8e monde. Les mouvilles là, ont yo fait me descendre pour mal bailler une sécurité devant l'église Saint-Pierre. 10h après les nèg yo, 11h après les nèg yo m'pa joindre. Il y a un monde dans marché qui relève, il dit comme ça. Il a arrêté bakop là. Depuis jeudi, nous n'avons jamais joué aucun résultat. Dans tout commissariat, nous passons dans Port-au-Prince, pas jamais gagné aucun. Magistrat a vérifié, DCPJ, tout côté ne passe pas jamais gagné. Nèg yo t'a fait rebelle. Je pense que les bandits qui viennent kidnapper, ils présentent badge, nèg yo obéi, y aller. C'est débat comme ça qui sont plaque, qui prend nèg yo y aller avec. Depuis jeudi, on n'a jamais entendu aucune nouvelle. Ni par commissariat à Pétionville, ni dans la mairie, nous dans l'arrière là, on attend 7 nèg nous pour entrer la caillou. Nous pas besoin, nous pas faire des ordres, nous demandons libération 7 nèg ça. Qui magistrat te ba uniforme au travail, je t'ai fait 3 jours. Nous avons besoin de jouer moun sa pour la guerre, pour nous pas besoin de rien. Libérer. On va aller vendre joindre là. Combien nèg? 7 nèg. 7 nèg, mais vraiment que Joël Guichet, que Délice, l'autre nèg m'a fait connaître. Toute cette jalousie, libération 7 nèg ça, c'est lui nous besoin. Pour moi même c'est pour le président nous moto nous dormir à terre boutique ouvrir. Pas de monde qui peut sortir à 4h du matin, 3h du matin, 2h du matin. On a demandé libération nèg sans condition. Qui c'est Joël Guichet. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal Haïti-Japon coopération. Entre Haïti et le Japon. L'Haïti et le Japon célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, marquant 7 décennies de coopération marquées par la solidarité, l'assistance au développement et les échanges culturels croissants. Depuis l'établissement officiel de leurs relations en 1956, les deux pays ont su bâtir un partenariat fondé sur le respect mutuel et la coopération. Le récit est signé Radio Télé Métropole dans ce grand journal. À l'occasion de la célébration des 70 ans de coopération entre Haïti et le Japon, une cérémonie solennelle a réuni de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques. Prenant la parole, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a salué ce partenariat durable tout en exprimant le souhait que Tokyo continue d'accompagner le pays, notamment dans l'organisation des prochaines joutes électorales. En cette période difficile, au cours de laquelle Haïti fait face à des enjeux majeurs, existentiels, je demeure convaincu que le Japon continuera à apporter son soutien à notre relèvement économique. Je suis persuadé que le Japon continuera à renforcer ses actions dans l'accompagnement des efforts du gouvernement haïtien en vue du rétablissement de la sécurité, de l'organisation des élections générales pour permettre au peuple haïtien de se doter de dirigeants légitimes issus des urnes et du redressement économique du pays, lesquels sont les 3 axes prioritaires de mon gouvernement. Pour le chef du gouvernement, cet appui est essentiel afin de consolider les acquis démocratiques et renforcer la stabilité institutionnelle de la nation. Nos pays connaissent ces relations d'amitié depuis la reprise officielle en 1956. Ces relations se caractérisent aussi par la concertation et la communication continue, qui s'opèrent à différents niveaux, comme en témoignent les nombreuses visites échangées entre nos 2 pays. À cet égard, je garde un souvenir ému de l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation haïtienne de très haut niveau qui avait séjourné au Japon au mois d'octobre 2025 dans le cadre de la journée de l'exposition universelle à Osaka. De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, a mis en avant les avancées significatives enregistrées dans le cadre de cette coopération bilatérale. Elle a particulièrement souligné le rôle du Japon dans le renforcement de la sécurité, notamment à travers son soutien à la police nationale.
La ministre a également salué l'engagement constant du pays du soleil levant dans des secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire. Dans cette nouvelle dynamique, nous appelons de nos vœux une coopération orientée vers l'impact, où l'expertise japonaise se conjugue à la résilience du peuple haïtien pour ouvrir de nouvelles perspectives. Ces 70 années doivent être le début d'une nouvelle ère. Mesdames, Messieurs, la véritable amitié entre les nations ne se mesure pas par ce qu'elles traversent, mais par ce qu'elles bâtissent ensemble. Le 70e anniversaire que nous célébrons aujourd'hui nous offre l'occasion privilégiée pour une coopération plus audacieuse, plus concrète et plus transformative. Les représentants diplomatiques japonais ont pour leur part rappelé les moments marquants de cette relation historique initiée officiellement en 1956. Ils ont évoqué avec satisfaction les progrès réalisés au fil des décennies. Les relations entre Haïti et le Japon se sont développées graduellement depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 1956. Toutefois, les premiers jalons de cette coopération remontent en 1931 avec la création du consulat de la République d'Haïti au Kobe, au Japon. Cette dynamique s'est poursuivie avec l'ouverture de l'ambassade de la République d'Haïti au Japon en 1960. Les diplomates nippons ont insisté sur l'importance de poursuivre cette collaboration suivant les objectifs de développement durable, tout en adaptant les interventions aux défis actuels du pays. Cette commémoration a ainsi permis de renouveler les engagements mutuels pour un avenir fondé sur la solidarité et le développement partagé. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 30 avril 2026. Avant de partir, couleur du temps, la journée sera couverte avec des averses de pluie probables, surtout le matin. Le temps pourrait s'améliorer légèrement en soirée avec du brouillard, mais le ciel restera nuageux. Température en Fahrenheit maximum environ 54 degrés Fahrenheit, minimum environ 46 degrés Fahrenheit. Il y a une forte probabilité de pluie jusqu'à 100% selon certaines prévisions, avec un total de précipitations significatif rendant la journée assez humide. Vent modéré d'est nord et à environ 7 à 10 km/h. Il est recommandé de prévoir un parapluie et des vêtements imperméables pour cette journée. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, énergie, le flow et l'attitude en air avec du style. Alexa Open Swag Radio. Recommandez d'écouter Swag Radio 24 heures sur 24 sur Alexa et sur votre portable. Merci aux fans de Swag Radio. Plus de 5000 auditeurs écoutent Swag Radio. Ah oui, en air avec du style. Pour bien manger, c'est Abondance Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Abondance Café Créole, delicioso. Et pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure et sans bavure. Les infos à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Joyeux jeudi et joyeux terminus du mois d'avril. Le mois de mai arrive à pleine forme. Demain, vendredi. Oui, 1er mai, oui, mois de mai, mois des mamans, et on dit chez nous pour les catholiques, mois de Marie. C'est la fin de ce grand journal. Passez un excellent jeudi, rendez-vous c'est pour demain. Au revoir.